Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. Et ce qui a été incroyable, et là, c'est systématique, ça me fait de l'émotion. En fait, ce que j'ai senti, c'est que dans le choix que j'avais, j'étais aimée infiniment. Et que je pouvais dire, oui, je retourne sur Terre et je suis aimée infiniment telle que je suis. Mais je pouvais dire, non, ça s'arrête là. Et j'étais aimée infiniment. Bienvenue, nouvelle rencontre passionnante encore, j'en suis convaincu, avec celle qui a accepté de s'installer, de nous raconter de sa vie et puis l'accompagnement qu'elle vous propose. Elle s'appelle Envie Isnar. Elle est là, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci de m'accueillir. Je ne peux pas imaginer que vous puissiez venir sans votre tambour. Tous ceux qui ont un tambour, qui accompagnent avec le tambour, me disent à quel point c'est un prolongement d'eux-mêmes et donc ils ne peuvent pas s'en séparer. Alors, oui, il est dans votre cœur, d'accord, ok. Mais oui, c'est peut-être l'avion ou le train, c'était plus compliqué, non? Pas du tout, c'est juste que mon tambour est à l'intérieur et que je n'ai pas nécessairement besoin de le manifester. Et il y a des gens aussi qui non seulement qui n'ont pas besoin de le manifester, mais qui n'aiment pas le montrer aussi. Non, je le montre, j'en ai même plusieurs, notamment pour les accompagnements collectifs. Il se montre, il sort. Bon. Mais par contre, quand je me déplace, pour moi, c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. Alors, on aura l'occasion peut-être de présenter bien sûr ce livre. Il est là, le tambour. Oui. C'est toujours le même? Oui. Toujours le même. Merci d'être là, Envie, je suis content. Femme médecine, vous êtes enseignante, thérapeute, praticienne en chamanisme, donc évidemment, on va parler de tout ça, les constellatrices. Et on va parler de votre parcours de vie aujourd'hui. On dit souvent que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça c'est ce qu'on se dit régulièrement. Et la deuxième réflexion aussi, c'est de penser que ceux qui font le métier que vous faites aujourd'hui, ils ne le font jamais par hasard. On n'est pas accompagnant quand dans sa vie il ne s'est rien passé de particulier. C'est sûr, ouais. Comment vous résumeriez la vôtre? Vous résumeriez la vôtre? Le premier mot qui me vient là, c'est résilience. Résilience, transformation, évolution, et du coup, se mettre au service de plus grand que soi. Et aujourd'hui, c'est OK? Vous avez accepté tout? Alors, accepter tout... Non, mais je veux dire, est-ce qu'on est dans la phase du pardon? Est-ce que tout ça, ce sont des choses, c'est des notions, en tant que chamane, que vous avez? En tout cas, l'histoire passée fait partie du passé, ça, il n'y a aucun doute. Elle est acceptée au sens plutôt intégré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je reçois les enseignements de l'histoire. Voilà. Après, l'histoire est ce qu'elle est, j'ai plus de jugement particulier sur elle. Mais vous acceptez d'en parler? Ah oui, bien sûr. Évidemment. Oui. Alors, on a un titre qui est quand même assez évocateur, qu'on a mis comme ça en exergue, parce que quand on démarre avec un titre comme ça, Honorer la vie, ok, mais 3 EMI. Alors ça, on se dit, quoi? Quelle est donc cette histoire? Et comment se fait-il qu'on puisse vivre 3 EMI? Et alors, 3 EMI que vous avez vécu au travers de naissance? Oui, à chaque fois. Ouais. C'est quand même étonnant. Il n'y a pas d'accident ou de choses comme ça. Non, ce sont des EMI au travers de la naissance de vos enfants. Oui, c'est ça. Dont une avec une interruption médicale de grossesse. Exactement. Exactement, c'était votre 3e enfant, c'est ça? C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui c'était en 2009, 2011 et 2019. 2019. Est-ce que ce sont vraiment des EMI? Ah oui, oui. Oui, je crois que j'ai pas de doute là-dessus. Le corps médical valide ça? Le corps médical donne pas trop d'informations à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers que j'ai toujours pas récupérés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand les médecins viennent et vous disent on vous a sauvé in extremis, on a cru qu'on vous récupérait pas, etc. Voilà, il y a eu, pour une des expériences, je me suis retrouvée avec 4 litres de sang dans le ventre. Il n'y a pas de doute que entre la vie et la mort,
La frontière était extrêmement ténue. En tout cas, moi, les 3 fois, j'ai fait des voyages extraordinaires, pour ainsi dire, qui m'ont menée à être là où je suis aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous pouvez les décrire? Les voyages? Oui, mais ce serait un peu long parce que c'est comme en fait un seul voyage. C'est-à-dire qu'en chamanisme, on dit qu'un message arrive toujours par 3 fois. Donc, le premier voyage, il m'a fallu des années pour comprendre ce que j'avais vécu et pour recouvrer la mémoire. En chamanisme, on parle de recouvrement d'âme, par exemple. Donc, pour me rappeler, comprendre. Et c'est comme si j'avais eu les informations petit à petit. En tout cas, les informations sont devenues de plus en plus claires. Et ce que je pourrais dire, c'est que les 3 fois, j'ai eu des enseignements très puissants, mais différents à chaque fois. Et comment peut-on les décrire? Comment peut-on les décrire? C'est difficile. Ça veut dire que quand vous faites la première en 2009, vous n'avez pas conscience. Il faudra attendre 2011 pour prendre conscience Exactement. de ce qui s'est passé en 2009? Et même encore un peu plus. Et même encore après? Je crois que c'est en 2013 que j'ai commencé à comprendre ce que j'avais vécu. En fait, d'abord, je ne savais pas que ça existait, les expériences de mort imminente. Donc, il a fallu que je trouve les informations. Et puis, ensuite, ce que j'ai vécu, c'est profondément inscrit dans mes cellules, mais à un niveau tellement subtil et à la fois émotionnel. Parce qu'en fait, ce que j'ai vécu, notamment la première fois, c'est une forme de rencontre avec un amour indescriptible. Ouais, c'est souvent ce que les gens nous disent, bien sûr. C'est ça. Et du coup, le temps que je l'intègre, que je l'accepte, il m'a fallu aussi traverser l'ombre. En fait, j'ai touché à tellement de lumière que quand je suis revenue sur Terre, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, il m'a fallu d'abord faire le chemin de me réincarner, de revenir ne serait-ce que dans mon corps. Il y a eu des mois et des mois où je pleurais tous les soirs parce que j'avais mal dans mon corps. Et je me disais, mais je ne peux pas rentrer dans ce corps, c'est trop petit. Donc j'étais vraiment focus sur revenir dans la vie. Et c'est seulement après avoir cheminé et à me sentir à nouveau incarnée, présente dans la matière, que là, j'ai pu regarder derrière et me dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai vécu vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que toutes les informations sont arrivées. Waouh, partage, convivialité et échange avec tout le monde, vraiment. C'était collectif, tout le monde était là, tout le monde... un rayon de soleil, vraiment. Regarde la difficulté que j'ai de lever ma pote. Alors, un magnifique week-end auquel je ne m'attendais absolument pas. Il y a eu des moments de communion, de partage. C'était exceptionnel, beaucoup d'énergie. On a vécu des moments incroyables et vraiment, du fond du cœur, ça m'a ouvert le cœur et c'était... J'ai pas les mots tellement c'était très puissant. Donc la structure de chemin de vie, quand vous allez avoir fini votre petit calcul, vous allez connaître l'identité de votre premier allié, de votre premier ami. Tenue de groupe, c'était juste magnifique et les intervenants, franchement, rien à dire. Il faut le vivre pour savoir ce qui s'est passé vraiment. Abissime. Alors ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à expérimenter ce week-end ABC Talk. J'en ressors. Wouhou! Parce que quand on parle d'état de mort imminente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que scientifiquement parlant au bloc, vous êtes en état de mort imminente? Les médecins ne vous disent pas... non, ils disent pas ça. Hein. Non, les médecins ne vous disent pas. Par exemple, pour la première EMI, j'ai passé plus de 5 heures au bloc. Je ne sais pas ce qui s'y est passé. Je n'ai pas le dossier, mais vous avez pas juste les infos. Le souvenir de cet amour inconditionnel dans lequel vous baignez. Alors, c'est beaucoup plus précis que ça. Moi, je me souviens exactement d'être au bloc. Je me souviens exactement du moment où on m'enfonce un tuyau dans l'artère fémorale et où je sens une quantité de liquide chaud et épais se répandre sur moi. Et là, j'entends tout le monde partir dans l'urgence, quoi. Tous les médecins se mettre à réagir hyper vite, etc. Et là, moi, je me vois sortir de mon corps. Ok, en fait. clairement. Ah oui, enfin, au début, je me vois pas. Au début, je sors de mon corps et je vois la scène de haut. Et là, je réalise. Et je me dis, oh tiens,
Et à l'époque, je suis encore artiste, puisque avant de faire ce que je fais aujourd'hui, j'étais artiste plasticienne. Et moi, bien sûr, je me dis, oh waouh, là, je pourrais faire une œuvre, je pourrais dessiner, puis je commence à analyser le truc, et là, en fait, je sens que je suis aspirée vers le haut. Mais ça veut dire que dans cet état-là, on n'a pas conscience de ce qui se passe? Dans un premier temps, non. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a la conscience de ce qui se passe dans la matière, et puis d'un coup, hop, je suis au-dessus. Alors après, bon, moi, je suis une enfant qui a été abusée aussi très tôt, et du coup, tout de suite, je reconnais un phénomène de dissociation. C'est quelque chose que j'ai déjà vécu enfant, de regarder mon corps vivre quelque chose. Donc, quelque part, je suis assez familière avec ça. Donc, en fait, je me laisse faire aussi très tranquillement. Je sens que j'abandonne mon corps, je sens que ce qui se passe est grave, mais moi, voilà, j'ai l'habitude de naviguer dans d'autres espaces sans vraiment le savoir. En fait. Et ça, c'est lors d'un accouchement? C'est ça. En fait, je vais à l'hôpital pour la naissance de mon fils et en fait, tout tourne mal. Et en fait, je fais allergie sur allergie sur allergie. Et en fait, je me retrouve à avoir un corps qui répond à l'opposé de ce que les médecins attendent en permanence, jusqu'à l'urgence extrême où ça finit en césarienne. Donc, on sort l'enfant va bien. Et là, en fait, mon utérus ne s'arrête plus de saigner. Donc, je suis transférée dans un hôpital de niveau 4. Et puis là, faut prendre des décisions et on me fait ce qu'on appelle une embolisation utérine. Un gros mot. Donc, on vient boucher toutes les petites artères de l'utérus artificiellement. Donc, voilà, c'est risqué, ça prend des plombes. De ce que m'ont dit les médecins, c'est une opération qu'ils font une fois tous les 10 ans. Donc, il y a beaucoup de monde. Il y a tous les étudiants de l'hôpital voilà, et moi, petit à petit, je pars, en fait. Est-ce que, je sais que la notion du temps n'a aucun sens quand on vit une expérience comme celle-là, mais est-ce que vous avez quand même cette notion entre cette sortie de corps et le fait que vous reveniez dans ce corps très étriqué, de manière très étriquée? Parce que c'est souvent ce qu'on nous dit aussi. Mon Dieu, mais qu'on est serré dans ce corps. Alors là, je ris parce que justement, la notion du temps, c'est une des facultés que je n'ai pas récupérées. Encore aujourd'hui? Ah oui. Je suis incapable de savoir est-ce qu'on est là depuis 5 minutes ou 3 heures. C'est quelque chose qui m'échappe complètement. Complètement. Qu'est-ce que vous allez retirer de cette première expérience de mort imminente? Eh bien, une souffrance immense. D'être revenu? D'être revenu. Et pourtant, votre fils est là. Alors, heureusement. Mais en fait, je comprends rien à ce qui se passe. Parce que je me retrouve dans une vie où c'est comme si j'avais plus la main. Donc, à part m'occuper de mon bébé, le reste, j'arrive plus à saisir, en fait. C'est comme si je marchais à côté de moi-même. Et je me sens un peu comme un zombie pendant presque 22 mois, du coup, puisque mes enfants ont 22 mois d'écart. Et je suis dans ma peinture et dans mon art, mais je suis un peu à côté et c'est difficile. Est-ce que, artistiquement parlant, ce que vous allez peindre, ou les choses vont changer un peu? Il y a une autre manière de... Non? Pas vraiment, mais peut-être qu'il y a plus de difficultés à mettre dans la matière. Et il y a de la frustration parce qu'à l'époque, j'ai, je sais pas, peut-être 26 ans. Ma carrière d'artiste décolle, je fais des très grosses expositions. Voilà, je suis vraiment... je suis capable d'habiter une galerie de 400 mètres carrés à moi toute seule. Je fais des œuvres gigantesques. Et en fait, je rame dans la matière. Je rame, je suis fatiguée, c'est difficile. J'ai moins, moi qui suis joyeuse, enthousiaste, positive, j'ai moins de joie en fait. Et ça devient laborieux, oui, entre guillemets, laborieux. Jusqu'à cette deuxième grossesse. Deuxième grossesse, là on est en 2011. Ouais. Mon Dieu, et qu'est-ce qui se passe encore? Eh bien là, en fait, à 5 mois de grossesse, on me dit vous avez été mal recousu ou il s'est passé quelque chose avec la première césarienne. Votre cicatrice ne fait que 0,02 mm et vous êtes en danger. Et l'enfant aussi. Vous êtes en danger de rupture utérine. À 5 mois de grossesse. Ouais. Donc là, on vous dit qu'il ne faut plus bouger, plus rien faire, sauf que moi, j'ai un enfant de 22 mois. À l'époque, un mari qui travaille tout le temps très loin de la maison. Donc pas bouger, qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis je travaille, je suis artiste, j'expose, j'enseigne, je suis enseignante en école supérieure d'art appliqué, donc pour moi c'est une responsabilité. Et là on me dit arrêtez-vous, puis on met 15 jours à m'arrêter. Donc en fait, moi à cette époque-là je suis hyper active, je ne sais pas ce que ça veut dire s'arrêter. Donc au bout d'un moment je commence à avoir des douleurs
Et je commence à sentir que, en fait, m'arrêter, c'est m'allonger sur le canapé et plus rien faire. Mais c'est difficile avec un enfant en bas âge. Et à 7 mois de grossesse, un jour où je vais chercher mon aîné, justement, à la crèche, eh bien, rupture. Voilà. Et là, grande urgence, et je suis accueillie dans une maternité à Lyon, qui est vraiment très expérimentée pour ce genre de cas. Mais comme c'est mon destin de vivre ce que je vais vivre, évidemment, le responsable de l'unité qui m'accueille n'est pas là pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, personne ne me croit sur ce qui est en train de se passer pour moi. Et je dis aux infirmières, je dis aux sages-femmes, mais est-ce que vous avez lu mon dossier? Mais enfin... Et on me dit, mais non, pas du tout. Prenez un petit cachet, calmez-vous, madame. Mais il y a quand même eu un diagnostic avant de vous envoyer dans la clinique où on vous dit, vite, il faut... En fait, moi, je vais aux urgences en pleine nuit, mais en fait, personne ne mesure l'urgence de ce que je vis. Incroyable encore, ça. Et je passe 3 jours, on me relègue dans un service de grossesse pathologique. Et pendant 3 jours, c'est ma voisine de chambre qui, tous les jours, va hurler à l'accueil et dire « Mais ma voisine, elle est en train de vivre quelque chose d'horrible et personne ne s'occupe d'elle. » Et moi, j'ai tout mon corps qui commence à trembler, je commence à divaguer, partir, revenir. Et en fait, quand le professeur revient le lundi matin, il a hurlé dans tout l'hôpital. 5 minutes plus tard, j'étais au bloc opératoire. Et effectivement, il est venu dans ma chambre 2 jours après, en civil, me dire on est vraiment désolé. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Donc, prématuré. Donc mon fils Théophile, évidemment on l'a appelé Théophile, évidemment, grand prématuré, né à 7 mois de grossesse. Bon, il va très bien, c'est un magnifique adolescent aujourd'hui. Mais en tout cas, moi je me retrouve coupée en 2. J'ai eu quand même, je crois que c'est 5 litres de sang dans le ventre, donc il a fallu, je vous passe les détails, tout sortir, tout aspirer. Enfin, donc moi je suis dans un état pas possible. Mais là par contre, il y a un avant et un après. Mais un passage tellement fort que là, toute ma vie change à 360 degrés. C'est-à-dire que quand je suis revenue après la première EMI, j'ai vraiment eu un réveil très douloureux. En fait, je me suis vue là-haut et je me suis fait une petite blague. J'ai regardé en bas, j'ai vu mon fils, son papa, je me suis dit « Non, mais je ne peux pas les laisser tout seuls, ils ne vont jamais y arriver. » C'était de l'humour, mais c'était une façon affectueuse de me dire « Bon, ils ont besoin de moi. » Et je suis revenue, mais brutalement, comme une grande claque. Et je me suis réveillée aux soins intensifs, tous mes sens sont revenus un par un, mais dans une souffrance horrible. Horrible, j'ai senti toute la douleur de l'humanité, en fait. Pour le deuxième, quand je suis revenue, d'abord, j'étais pas aux soins intensifs, j'étais dans une salle de réveil, ce qui change tout, en termes de bruit, d'environnement, de tuyaux, etc. Et en fait, quand j'ai ouvert les yeux, c'est comme si on avait lavé mon regard. C'est comme si tout était devenu clair et lumineux. Et là, c'était incroyable, parce que là, j'ai vraiment vu la beauté du monde, en fait. Et en même temps, ça a été le début de 2 ans très compliqués, parce que tout était ouvert. Et en même temps, je sais aujourd'hui que ce jour-là, j'ai été bénie. Et ça veut dire que cette deuxième expérience, il y avait aussi cet aller-retour, si je puis dire? Vous l'avez vécu, cet aller-retour? Quand je suis partie, vous voulez dire? Dans la deuxième EMI, oui. Ouais, la deuxième, en fait, moi... Vous avez la même sensation, avec la même vision? Non, un petit peu différent. C'est-à-dire que là, la deuxième fois, je pense que j'étais déjà tellement en train de mourir avant d'aller au bloc qu'en fait, je me vois rester dans la chambre et je vois le brancard partir. Voilà. Et je me vois partir et je vois tout mon corps qui tremble. Et mon corps hurle. J'ai des hurlements qui sortent, mais qui sont immaîtrisables, en fait. Et je vois ça et là, je me dis, oh, quand même, ce serait bien que je me suive. Et donc, je me suis jusqu'à... Hop, et puis, voilà. Je sais plus. Mais est-ce que vous l'avez raconté, ça, après, au corps médical? Peut-être avec plus de détails sur le chariot, plus de détails avec celui qui pousse le chariot, plus de détails avec... Non? En fait, en tout cas, moi, j'étais tellement bouleversée après tout ça, mais surtout, j'ai tellement pas compris ce qui s'est passé. Mais c'est surtout qu'en 22 mois... oui, plus que ça quand même, en 3 ans, vous avez... Mais en fait, c'est vraiment aujourd'hui,
et notamment après l'écriture de mon livre, que j'ai pu raconter tout ça, l'écrire, le retrouver, parce qu'en fait, il m'a fallu peut-être 5-6 ans pour tout récupérer. Par exemple, je me suis rappelé il n'y a pas si longtemps, ce qui m'a le plus touchée dans ma première EMI, c'est que je me suis vue pure lumière, je me suis vue moi-même. J'ai vu mon corps comme des milliers de particules de lumière et j'ai vécu quelque chose de l'ordre de l'extase. J'ai déjà entendu ce discours-là de personnes qui avaient vécu des EMI. Des millions de petites lumières comme ça. Et en même temps, c'est délicat de revenir et de dire aux gens, oui, la mort est extatique. C'est tellement tabou, la mort. Donc j'ai aussi mis du temps à pouvoir en parler librement. Donc ça, c'est vraiment... en fait, quelque part, je pourrais presque dire qu'à la première EMI, j'ai reconnecté ma nature divine. À ma deuxième EMI, j'ai vécu quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que là, j'ai senti que j'avais le choix. La première fois aussi, mais là, la deuxième fois, c'était calme. J'étais moins dans une lumière jaune et plus dans une lumière blanche. Vraiment, tout était d'un blanc éblouissant. Et avec le choix de revenir ou pas. Et ce qui a été incroyable, et là, c'est systématique, ça me fait de l'émotion. En fait, ce que j'ai senti, c'est que dans le choix que j'avais, j'étais aimée infiniment. Et que je pouvais dire, oui, je retourne sur Terre et je suis aimée infiniment telle que je suis. Mais je pouvais dire, non, ça s'arrête là. Et j'étais aimée infiniment. Donc vous avez eu le choix. Ouais. Et ça, voilà, pardon, ça me fait... Non, mais bien sûr, mais attendez, vous ça me fait de l'émotion à tous les coups parce qu'un tel amour, un amour jusque dans... Souvent, on dit oui, il faut dire oui à la vie, il faut aimer la vie pour qu'elle nous aime, etc. Mais en fait, dans ce que j'appelle la source, cette pure lumière, cette conscience supérieure, tout est OK. Tout est OK, il n'y a plus de séparation. Quoi que tu fasses, qui que tu sois, je t'aime tel que tu es. Wow. On aurait pu imaginer que ce soit l'amour de vos enfants qui vous incite à revenir. Alors, il se trouve que je suis constellatrice aussi. Je travaille avec les constellations familiales depuis maintenant un certain nombre d'années. Et en fait, j'avais déjà cette notion qu'il n'était pas question pour moi de faire porter ça à mes enfants. Alors justement, et on va revenir à la troisième EMI tout à l'heure, en 2015, parce que c'est ça, en 2015 2019. 2019, la troisième, au secours, ça ne s'arrête plus. Non mais, on dit, quand il y a des grossesses, et qui se passent bien ensuite, mais il y a parfois des accouchements dans des grossesses qui se passent bien, qui sont très traumatisantes pour l'enfant. Bien sûr. Qui engramme ensuite ce trauma, et on le retrouve quelques années plus tard à sa vie d'adulte, avec justement ce besoin d'aller rechercher ses blessures. Bon. Là, quand il y a un trauma pour vous, un trauma pour lui, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, est-ce qu'il va falloir l'accompagner? Est-ce que même si aujourd'hui c'est un ado qui tout baigne et il est bien et tout va bien, Théophile, si tu nous regardes, tout va très bien. Non mais, il y a un engrammage. Ah mais c'est sûr, puis surtout que lui, en fait, ce que j'ai réalisé, mais il y a 2 ans seulement peut-être, c'est qu'il a traversé la mort avec moi. Eh oui. Mais ça, vous vous rendez compte, je l'avais jamais intellectualisé parce que c'est tellement intense que je continue à décortiquer les informations, en fait. Et oui, bien sûr, les enfants, je les accompagne énormément et dans ma pratique, d'ailleurs, moi, je n'ai pas de séparation entre ma pratique professionnelle et ma vie de tous les jours. Mes enfants peuvent venir en stage. Encore ce week-end, ma fille, parce que j'ai aussi eu une fille entre les deux, était avec moi en stage. Et donc, tout ça est très libre à la maison. Et donc, ils connaissent leur histoire, ils en connaissent les conséquences. Et effectivement, ce sont des enfants très particuliers, et notamment Théophile qui a traversé la mort. C'est un être d'une sensibilité incroyable qui demande de l'accompagnement parce qu'il a du mal à trouver sa place dans le monde. C'est compliqué pour lui. Donc oui, bien sûr, on l'accompagne, on réfère, on va voir des thérapeutes, on fait plein de choses. Donc, vous êtes quand même la preuve vivante dans votre famille, et vous, à titre personnel, que de la résonance d'une telle situation. Des conséquences d'une telle situation. Pour vous donner juste un petit exemple qui paraît complètement dingue, faut quand même savoir que moi, avant tout ça, je n'étais pas du tout dans cet univers-là. J'imagine. Moi, dans ma famille, l'homéopathie, c'est déjà sectaire. D'accord. C'est dangereux. Donc, je viens d'un univers qui est très loin de ça.
Donc moi, ce que j'ai commencé à voir après ma deuxième EMI, je n'avais vu ça qu'à la télé, dans des films d'horreur. Et d'ailleurs, on se dit, mais les gens qui créent ces films, ils voient vraiment ce qui se passe dans l'invisible. C'est incroyable. Ou alors, ils sont en tout cas bien entourés de personnes qui viennent les conseiller pour leur décrire la situation. Tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Et par exemple, Théophile, à l'âge de 3 ans, il se cachait partout. Et puis, je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais? Il me disait, je joue avec le papy mort. Je joue à cache-cache. Jusqu'à 10 ans, il pouvait passer des heures dans un arbre. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je parle avec le vent. Alors, tous les enfants sont connectés. Mais un enfant qui a traversé la mort, ça demande de l'accompagnement. Parce que sinon, forcément, ça fait des enfants qui vont partir avec des syndromes, n'importe lesquels. Et encore, là, aujourd'hui, évidemment, l'ayant vécu dans votre chair, très clairement, vous pouvez effectivement lui en parler, vous pouvez décrire la situation et vous pouvez aussi lui venir en aide s'il est dans ce genre de questionnement, de ressenti ou peut-être parfois de décalage avec les jeunes de son âge ou ses potes, etc., etc. Mais quand une grossesse est censée bien se passer et que, bon, voilà, bébé arrive, même s'il arrive un petit peu de manière compliquée, il y a beaucoup de parents qui mettent ça comme ça en disant non, ben voilà, ça s'est bien passé, bébé est là, il est en pleine forme, etc. Sans savoir qu'il y a probablement quelque chose qui va jouer dans son inconsciemment, mais dans l'homme qu'il sera ou la femme qu'elle sera plus tard. Clairement. C'est sûr. Ouais. Et je crois que c'est probablement une des raisons qui fait que je suis devenue thérapeute et que je suis là aujourd'hui. J'ai à cœur de parler de tout ça, de transmettre, d'enseigner. Et c'est ma part de colibri à moi, de diffuser cette médecine, ces informations et de dire, ben voilà, moi je l'ai vécu, effectivement, comme vous dites, je suis la preuve vivante de la résilience possible aussi et de la façon dont ça peut prendre place dans la vie de tous les jours. 2009, c'était... Alors, 2009, c'est Léonard. C'est Léonard. Bon, Léonard Théophile, 2011. Oui. 2016, il y a votre fille. Oui, Héloïse. Elle, pas de... Ah bah alors elle, quasiment pas de soucis. Bon, du coup, césarienne programmée, évidemment, mais enfin, 3 fois rien. Donc voilà, probablement parce que c'est une fille et que dans mon histoire, voilà, c'est pas la même histoire. Oui, parce qu'en fait, ce qui est quand même important de dire par rapport aux enfants, c'est que après la naissance des 2 garçons, moi, je suis vraiment allée chercher qu'est-ce que ça raconte de moi. Bien sûr. Et c'est aussi ce qui m'a fait vraiment creuser du côté des constellations familiales. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai un papa qui a été adopté et on ne sait rien sur sa famille biologique. Enfin, maintenant, j'en sais un peu plus, mais à l'époque, je ne savais rien. Et en fait, j'ai appris comme ça que sa maman était morte en couche. Et qu'en fait, je venais indiquer l'histoire. Je venais hurler l'histoire, en fait, pour que l'histoire, enfin, soit éclairée. Donc... voilà. Donc Héloïse, une fille, hop, voilà, tout se passe bien. Tout se passe bien, magnifique, les 3 enfants sont magnifiques. Et 2019. 2019, et là, pour le coup, il y a une interruption. Et là, c'est un truc de dingue, parce qu'avec toutes les précautions que l'on prend avec mon compagnon, je tombe enceinte à ce qui correspond dans la roue médecine à la porte de l'Ouest. Pendant le week-end de la célébration de Samhain, donc ce qu'on appelle Halloween. Ok. La porte des ancêtres. Je tombe enceinte. Je mets évidemment 2 mois et demi à m'en rendre compte parce que pour moi, c'est terminé. C'est voilà, improbable. Je tombe enceinte le jour des ancêtres. J'apprends que je suis enceinte et moi, évidemment, si j'avais pu, je l'aurais gardé. J'ai toujours rêvé d'une grande famille. Et les médecins me disent « Impossible, madame. Parce que là, si vous le gardez, vous mourrez tous les 2 dans tous les cas. » Même avec une césarienne. Oh, impossible. Donc, interruption médicale de grossesse, c'est la première fois que je vis ça. Donc, je traverse là vraiment quelque chose de très compliqué pour moi qui honore chaque jour le vivant. Mais assez rapidement, pour le coup. Bah, quand même à 2 mois et demi. 2 mois et demi. Ouais. Donc, voilà. Et donc, normalement, c'est une journée à l'hôpital, vous rentrez... On vous fait une aspiration et puis vous ressortez. Puisque moi, ça doit nécessairement se passer comme ça, mon utérus étant très fragile. Et en fait, au moment où il s'apprête à me renvoyer chez moi, je commence à divaguer, je commence à avoir mal, à avoir mon corps qui se remet à sursauter, à crier. Je commence à dire « j'ai mal au foie ». Et rebelote. Et là,
Après 2 heures d'attente, même scénario, le médecin qui arrive dans la salle et qui se met à hurler « Mais enfin, douleur costale, douleur à l'épaule droite, hémorragie interne, qu'est-ce que vous attendez ?» Et à nouveau, comme si l'univers fait qu'il faut toujours que ce soit le dernier moment, en fait. Hein, parce que j'aurais très bien pu tomber sur quelqu'un qui sache, elle aurait pu venir avant, enfin, voilà. Mais non. Mais non, dans votre malheur, dans votre, je sais pas comment le dire, mais en tout cas, vous êtes quand même tombé sur des bras cassés. Je crois que c'est ce que j'avais à vivre. Heureusement, in extremis, vous tombez sur le sauveur. Mais non, mais c'est vrai. Mais je veux dire, avant, il y a quand même un cheminement qui est... on leur dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce service hospitalier, quoi? Alors, 100% responsable de ma propre histoire, je pense aussi que j'ai un seuil et une tolérance à la douleur qui est colossal. C'est-à-dire que quand j'ai une rupture utérine et qu'on me dit sur une échelle de 1 à 10, vous êtes à combien? Moi, je dis, 4. Et quand ils voient après ce que j'ai, ils me disent, mais enfin, comment c'est possible? Mais mon histoire d'enfance et ce que j'ai vécu enfant fait que je peux accepter un niveau de douleur. Non, tout va bien. Comment vous accueillez d'abord le fait, 1, que vous soyez enceinte, 2, que vous soyez obligée de faire cette interruption médicale de grossesse? Comment ça se passe dans votre tête? Pas très bien, avec beaucoup de tristesse aussi pour mon compagnon avec qui j'ai eu ma fille. On est une famille recomposée qui aurait volontiers accueilli un autre enfant. Beaucoup de tristesse, sur le coup de la colère aussi. Je me dis, mais qu'est-ce que vous avez encore à me dire, les ancêtres, quoi? Qu'est-ce que j'ai pas compris, en fait? C'est quoi le message? Ouais, qu'est-ce que j'ai encore à vivre? Eh oui. Et puis en fait, tout va très vite, mais à aucun moment, je n'imagine que ça va mal se passer, en fait. Les médecins me disent, c'est 3 fois rien. Une interruption de grossesse, on en fait tous les jours. Vous rentrez, vous sortez, en 2 heures, c'est fait. Oui, enfin, sur l'acte, ok. Mais enfin, psychologiquement derrière... Évidemment. Mais moi, je pense déjà à ma survie corporelle. J'ai 3 enfants vivants. Bien sûr. Je pense à ça et je focus là-dessus. Et je mesure l'ampleur du deuil que ça va être pour moi. Donc, cet enfant s'appelle Ulysse. Je mesure l'ampleur que ça va être pour moi de perdre Ulysse et de faire le deuil de ce petit garçon que je sens déjà bouger dans mon ventre. Donc, c'est horrible, c'est un déchirement. À 2 mois et demi, on sait que c'est un petit garçon, vous saviez que c'est Moi, je le savais, oui. Je le savais. Et puis, au bout de 3 grossesses, on sent tout très, très vite, en fait. Donc, malgré le fait que je mette du temps à me rendre compte que je suis enceinte, parce qu'en fait, je suis dans le déni, je me dis, ben non, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Mais en fait, du moment où je comprends que oui, ben là, en fait, je sens tout. Je suis en connexion avec son âme, je sens sa présence. Enfin, c'est très, très fort. Du coup, je sais que ça va être un deuil très difficile pour moi. Et en même temps, je me dis, OK, t'as 3 enfants vivants et tout va bien se passer. Et je focus là-dessus. Et là, ce qui est fou, c'est ce que je vis pendant cette expérience-là, encore une fois. C'est qu'au moment où je pars au bloc en urgence, j'ai juste le temps d'envoyer un message par téléphone à tous mes proches. Et mes proches, à ce moment-là, comme... ma vie a complètement basculé depuis 2011. J'ai que des fréquentations qui sont des gens qui sont dans le chamanisme, qui sont mes stagiaires, qui sont des gens avec qui je peux être moi-même. Donc, je sais qu'ils vont comprendre le message. Donc, j'envoie, c'est la catastrophe, je suis en train de partir, je le sens en fait. J'ai besoin de vous. Waouh, panique à bord. J'envoie le message, je pars au bloc. Et là, ça va me refaire de l'émotion, mais c'est tellement beau ce que j'ai senti. Et là, je me vois partir. Et en fait, j'ai fait 2 fausses couches aussi dans mon histoire, plus Ulysse. Et donc là, je me vois entre 2. Et je vois mes 3 enfants vivants. Et je vois mes 3 enfants morts. Et là, je me dis, et là, on se dit, mais c'est incroyable l'acceptation qu'il y a dans la mort. Ça, c'est un sacré enseignement. Je me dis, si c'est mon heure, c'est OK. J'ai assez dansé la vie avec mes enfants vivants. Maintenant, je vais danser ailleurs avec mes enfants morts. Et je me sens partir. Mais si vous me dites ça, là, ici, dans le monde du milieu, ici, maintenant, si vous me dites, MV, là, c'est bon, c'est fini, tu laisses tes enfants, mais inaudible. Exactement, inaudible. Et puis, je pourrais devenir une tigresse, quoi. Bien sûr. Mais là, dans la mort, c'est inexplicable, hein, mais c'est complètement OK et serein. Et cette fois, je suis plus dans une lumière jaune, je suis plus dans une lumière blanche, je suis dans de l'or. Mais de l'or pur. Si l'or pouvait être... je sais pas, comme l'image du miel, vous voyez, c'est vraiment... Enfin, c'est indescriptible. Mais en tout cas, j'arrive dans cet endroit où là, je me dis, mais je
je suis au cœur de la source. Et là, je sens comme un fil d'or attaché à moi qui me tire. Comme si j'étais un ballon gonflé d'hélium et qu'on me ramenait comme ça. Et là, je regarde derrière moi et je vois que c'est tous ces gens qui ont reçu mon message et qui sont en train de me ramener. Et là, c'est une émotion. Là, je touche à l'amour inconditionnel, mais sur terre, quoi. Et cet amour pur qui cherche rien, qui veut rien, qui est juste là à répondre à « Ok, j'ai demandé de l'aide ». Parce que en formation, je suis très pénible, j'enseigne beaucoup l'ingérence. On ne fait pas un soin à quelqu'un qui ne l'a pas demandé. On ne nettoie pas une maison à quelqu'un qui a une maison qui ne l'a pas demandé. On ne va pas faire à l'autre avant qu'il l'ait demandé. Donc, si je n'avais pas demandé d'aide, je sais qu'il ne l'aurait pas fait, par respect pour moi. Et là, d'avoir demandé de l'aide et de sentir cet amour pur me ramener, c'est... Et voilà, et ça m'a donné une foi en l'amour humain que j'avais jamais touché aussi fort. Ça existe. Ouais, la pureté du cœur. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel sur ce plan-là existe. Celui qu'on cherche tous, qu'on aimerait tous avoir, évidemment. On en parle souvent avec les animaux, mais évidemment beaucoup moins avec les enfants. Votre lignée, il y a quand même un truc. Oui. Non mais, on est d'accord. Dans votre lignée de femmes, vous qui aujourd'hui êtes au cœur de ces constellations familiales, chamanisme, etc., tout s'explique pour le coup alors. Alors effectivement, il y a l'histoire du côté de mon papa, qui déjà explique vraiment beaucoup de choses. Et puis du côté de ma maman, mon nom de baptême, c'est Marie-Véronique. Véronique, c'est le prénom de la première fille de ma grand-mère qui est décédée à 18 mois. Donc j'ai porté cet enfant pendant des années et des années. Et d'ailleurs, quand j'étais jeune, sans savoir absolument pourquoi, mais j'avais une obsession sur mon prénom, c'était le tirer entre les deux. Et en fait, aujourd'hui, je sais pourquoi. C'est parce que je suis le trait d'union entre la vie et la mort. Et c'est ce que dit MV. MV, c'est ce choix de la vie et en même temps, ce choix de la vie parce que la connaissance de la mort. Ouais. Donc oui, ça s'explique des deux côtés. Voilà. Est-ce que lorsque... j'allais employer le mot, vous avez fait ce petit travail, c'est pas vraiment le mot adapté, mais lorsque vous avez su, au travers de votre lignée, de votre descendance, etc., est-ce que vous pensez avoir réglé le problème de... vous voyez, j'utilise pas les bons mots parce que j'arrive à visualiser et dans ma tête c'est assez confus, tellement je suis un peu estomaqué par votre histoire parce qu'elle est juste incroyable quand même. Mais on dit souvent que quand on fait des constellations, on peut essayer de réparer peut-être certaines choses. Est-ce que vous l'avez fait pour votre lignée? Et qui plus est avec votre fille qui est née en 2016 en se disant j'ai pas envie que ça se répète, quoi. Alors, je sens que j'ai beaucoup réparé pour moi, pour mes ancêtres, mais je sens que le travail reste encore à faire avec ma fille. Aujourd'hui, elle a 9 ans, donc j'ai besoin qu'elle fasse le choix aussi d'avoir conscience de tout ça. Et voilà, moi, je prends toute ma part de responsabilité, mais il y a un moment où elle va être confrontée aussi à cette histoire-là. Évidemment. Et donc, voilà, je serai là pour avoir fait le maximum de travail, tout ce qui est en mon pouvoir de faire. Mais c'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme l'ADN de ma lignée, en fait. On porte ça. Et l'idée, c'est comment dire, on ne peut pas se débarrasser de ça, pour moi. C'est vraiment... le besoin de garder cette cicatrice pour se rappeler d'où l'on vient. Quelque chose qui est vraiment important pour moi sur la voie du chamanisme, c'est je me rappelle d'où je viens et je vois où je vais. Et ça me permet d'être pleinement ici et maintenant. Par contre, je ne peux pas avoir la prétention à dire c'est réglé, c'est pas réglé. Il y a toujours des niveaux, des calques, des voiles de l'illusion. Et chaque saison, chaque tour de la roue médecine, je découvre de nouvelles choses sur moi-même, surtout quand on a une lignée adoptive et biologique. Voilà, donc là, par exemple, depuis assez peu de temps, je sais que j'ai du sang d'Amérique du Sud,
Donc voilà, j'ai la branche de mon papa qui serait vraiment du Pérou jusqu'au Mexique par là. Donc là, je suis en train de marcher vers mes racines. Bon, ben, c'est encore tout un nouveau sujet qui s'ouvre et des nouvelles connexions et une nouvelle histoire qu'ont vécu ses ancêtres. Qu'est-ce qui vit encore en moi que j'ignore ? Donc c'est une exploration qui pour moi se déroule au fil de la vie. La différence, c'est que avant ça m'a attrapée et j'étais vraiment la marionnette de cette histoire. Aujourd'hui, je suis en conscience. Voilà. Et donc aujourd'hui, je peux me positionner et dire oui, dire non. Chers ancêtres, et ça c'est les phrases des constellations, chers ancêtres, c'est vous les grands, c'est moi la petite. Je ne suis pas votre histoire. Je l'honore, je la reconnais, je la vois. J'aide à la pacifier, mais je ne suis pas cette histoire. Et je ne la porte plus. Mais pour ça, encore faut-il la connaître, l'histoire. C'est clairement. Entre guillemets, parce que grâce aux constellations, justement, eh bien, on peut travailler sur des histoires qu'on ne connaît pas avec la tête. Hein. Quand je dis « encore faut-il la connaître », je parle d'une connaissance intérieure. Voilà. C'est aller visiter nos cellules, ce qui vit dans notre ADN. Je pense aux 2 fausses couches que vous avez faites. Ouais. Qui là, pour le coup, sont... Comment dire ? Comment trouver les mots de ça ? C'est peut-être un peu moins présent. Eh bien, pas tant que ça. Dans votre histoire, par rapport à vos autres enfants. Mais vous êtes censé en avoir eu 5. 6, pardon. 6. Ouais. Donc là, en l'occurrence, vous en avez 3. Je suis pas censée, j'en ai eu 6. Vous en avez eu 6. Et d'ailleurs, si ma fille était là, elle vous dirait, moi, j'ai 3 frères et sœurs dans les étoiles et 2 frères vivants. Et toi, t'as des enfants morts. C'est ça. Et alors, elle demande ça à table, n'importe où, entre la poire et le fromage. Oui, bien sûr. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux qu'elle le prenne comme ça et que ce soit pas quelque chose d'engrammé de manière négative. Mais parce qu'on y travaille. Évidemment. Et comme vous le disiez tout à l'heure, je pense notamment encore une fois à Théophile. Une des fausses couches, c'était le jumeau de Théophile. Oh. Donc Théophile, il a aussi toujours cet appel à aller dans la mort. Donc c'est vraiment un enfant particulier. Il est déjà psychopompe en fait. En fait, c'est une âme de chaman déjà, parce que chaman, c'est quoi ? C'est celui qui peut voyager dans la mort. Hein, c'est celui qui voyage entre les plans, qui voyage dans les mondes. Et lui, il est tout le temps en train de voyager. Donc, ça m'a demandé de faire un énorme travail pour dire, en fait, voilà, tu n'es pas ton frère est mort et toi, tu es vivant. Et ça, c'est quelque chose qui porte encore aujourd'hui. Et après, c'est le temps que lui a besoin pour son deuil. Mais en tout cas, c'est effectivement marqué très fort chez lui. Quand on entend le nombre de personnes installées ici et qui viennent nous parler du fameux syndrome du jumeau perdu, voilà, et qui découvrent même parfois, bien sûr, très tardivement, qu'il y avait un jumeau, on peut comprendre les dégâts que ça peut faire si ça n'est pas anticipé. Donc c'est bien que vous puissiez avoir cette clarté, en tout cas dans l'accompagnement et l'éducation de votre fils. C'est absolument essentiel pour lui. C'est un cadeau, mais en fait, je ne l'ai pas su tout de suite. Je l'ai su quand il avait 2 ans et demi, 3 ans. Et en fait, toutes les nuits, il hurlait. Et quand il a eu la parole, que je lui ai dit « Mais pourquoi tu pleures si fort la nuit ?» J'entends le bébé mort qui pleure. Du jour où j'ai fait une constellation pour le libérer, même si c'est un travail de longue haleine, mais déjà le dissocier, le libérer de son jumeau, et aussi de Véronique, que moi je portais et qu'il sentait, du jour au lendemain, cet enfant s'est mis à dormir. Du jour au lendemain. J'ai fait la constellation un dimanche, le dimanche soir, il a fait sa première nuit. Et là, vous vous dites, mais waouh! Ouais, c'est pas juste un impact psychologique, énergétique, quoi. C'est vraiment un impact dans la matière, au quotidien. La résonance est vraiment, vibratoirement parlant, est très forte, très clairement. Quand on vit comme ça, cette histoire qui est incroyablement... elle est incroyablement incroyable. Quand on vit ça, vous ne pouvez pas revenir l'artiste que vous étiez. Alors, après la naissance de Théophile en 2011, donc comme je le disais tout à l'heure, quand j'ouvre les yeux, tout est blanc, tout est lumière. Et là, je passe 15 jours, 3 semaines à l'hôpital avec mon grand prématuré. Je sors avant lui. Et là, quand j'arrive à l'extérieur,
ah là, je vois que plus rien ne va être comme avant et que surtout que tout ce que je faisais avant ne va plus être possible. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'habite à Lyon, centre-ville, plein centre-ville, quartier des artistes, donc dans une vie avec une effervescence incroyable. Et là, d'un coup, je vois tout. Je vois tout. C'est-à-dire que le meilleur comme le pire. Je vois l'ombre et la lumière. Je peux pas être assise à côté de quelqu'un sans être envahie par toutes les informations de ce quelqu'un. Je ne peux plus toucher les gens. Je ne peux plus... Mon activité favorite, c'était de me mettre à un café puis de dessiner les passants. Impossible. J'entends tout. Tous mes sens sont décuplés. Mais c'est pas x10, x100, c'est x1000 et plus encore. Donc, en fait, à un moment donné, je me dis, mais soit là, je me plonge dans l'autisme, vraiment, et je commence effectivement à avoir des envies de disparaître à l'intérieur de moi-même. Bien sûr, je ne le souhaite pas, j'ai mes enfants, mais je suis prête à me mettre dans une bulle avec eux, quoi, quelque part. Évidemment, une part de moi veut rester dans la vie, mais c'est invivable. Et donc, à ce moment-là, on est obligé de quitter la ville. Ouais. Alors, l'univers est généreux, mais tellement généreux. À cette époque-là, j'ai un atelier magnifique à Lyon, un atelier d'artiste, 100 mètres carrés en plein centre-ville. Bref, il brûle en même temps. Donc je vis dans une friche artistique avec plus de 400 artistes. Donc vous imaginez un peu l'effervescence et la vie, et puis le bonheur de vivre là-dedans. Et la friche brûle. Et là, on se retrouve avec un appartement de 60 mètres carrés, 2 enfants, plus d'atelier, et mes œuvres gigantesques. Tout a brûlé ? Alors, tout l'alentour de la friche brûle. Notre matériel ne brûle pas, mais l'alentour de notre atelier, il y a toute une partie qui brûle. En tout cas, la mairie décide que le bâtiment devient trop dangereux et qu'il faut le fermer, puisque c'est une ancienne usine. Mmh. Comme il y a une partie qui a brûlé, tout menace de s'effondrer, enfin c'est ce qu'ils disent en tout cas, et donc tous les artistes sont mis dehors. Voilà. Et nous, on se retrouve, moi j'ai pas une toile qui fait moins de 2 mètres par 2 mètres. Je suis une plasticienne artiste contemporaine. Donc, je fais des trucs, des installations, en fait, quoi. Je crée des espaces, des volumes. Et donc, je me retrouve coincée, en fait. Donc, on décide de quitter Lyon et d'aller dans les environs, là où notre budget nous le permet. En tant qu'artiste, on a des très petits moyens à ce moment-là. Donc, on se retrouve dans la banlieue la moins chère de Lyon. On se retrouve quand même... à presque 50 minutes de Lyon, dans un endroit glauquissime, voilà, dans les terres froides, dans les marécages, où les terres sont encore empreintes de magie noire et où la lumière n'a pas fait surface depuis longtemps. Wow. Et donc, je quitte tout mon environnement de joie, de partage autour de l'art, et je sais que je ne pourrais jamais retourner travailler. Comme si ça ne suffisait pas. Ah oui, en fait, c'était juste le début, l'expérience de mort imminente, c'était la préparation à la mort de toute ma vie. Donc moi, j'enseigne à des gens qui sont en BTS, qui ont un énorme coefficient sur ma matière, que j'adore, qui m'adorent. D'ailleurs, c'est eux qui me nomment MV, parce qu'ils me disent vous savez, madame, faut qu'on vous le dise, vous êtes la prof qui nous fait aimer la vie. Donc, on vous a renommé avec vos initiales, MVI, MV. C'est quel cadeau. C'est fabuleux. Donc, le deuil est énorme, mais c'est pas fini. Parce que non seulement je peux plus retourner travailler, je quitte cette ville dans laquelle je suis depuis 10 ans et que j'adore, donc je quitte tous mes amis, tout mon réseau. Tout est ouvert, donc je ne peux plus fréquenter personne. Donc je ferme la porte à amis et famille et je ne peux plus dessiner. Impossible de dessiner. Alors que je viens de signer un contrat avec une galeriste. Et si elle me regarde, elle aura enfin l'explication du pourquoi je n'ai jamais donné suite. Je viens de signer un contrat avec une galeriste qui, pour moi, est juste waouh, une sorte de consécration dans mon art. Et là, plus rien. Impossible. Impossible de faire quoi que ce soit, à part me réparer, me rassembler, me réintégrer, redescendre dans la matière et changer de vie. Mais pour changer de vie, pourquoi faire quand on ne l'a pas souhaité ? Oui, clairement. Donc là, ça a été une bonne traversée du désert, avec des douleurs dans le corps pas possible, avec un enfant prématuré,
avec mon aîné qui a à peine 2 ans et qui est en grande souffrance parce que maman n'est plus palpable, parce que le petit frère pleure tout le temps. Enfin bon, bref, super compliqué. Et puis des énergies glauquissimes. Voilà. Et donc là, je vis tout un processus d'initiation qui est juste incroyable. Et aujourd'hui, j'en ris, mais à l'époque, je comprends rien, hein, puisque forcément. Puis à l'époque, on peut pas sortir son smartphone et taper. J'ai vécu ça. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi, en fait, hein. À l'époque, moi, j'ai à peine la connexion Internet. Dans les librairies, il n'y a pas tous les bouquins qu'il y a aujourd'hui. Enfin, mine de rien, il y a 14 ans, on n'en est pas du tout au même endroit au niveau du développement personnel. Surtout dans les terres froides au fin fond de l'Isère. Donc la seule ressource que j'ai, c'est la petite boutique ésotérique de la ville la plus proche, dans laquelle on me dit « Ouh là là, il faut faire des signes de croix, il faut mettre des bougies noires dans la maison. » Là, je me dis « Oh waouh, ça me parle pas. » Et à chaque fois que j'appelle un thérapeute, que j'essaye de me tourner vers des gens, en sachant que j'y connais rien, je me prends soit des grosses claques, parce que je tombe sur des gens qui font des pentagrammes, qui font de la magie en fait. Voilà. Et je sens que c'est pas OK pour moi. Soit je me prends des claques énergétiques et j'entends « Le maître est à l'intérieur ». Et à chaque fois, je fonds en larmes et je dis « Mais à l'intérieur de quoi ?» Et je suis tellement néophyte que je me dis « Mais où? Est-ce que quoi? Je dois creuser au fond du jardin, déterrer un coffre-fort fort et trouver le maître ?» Enfin, j'y comprends rien en fait. Et ce que j'entends ensuite, c'est « La source est là pour toi ». Et je l'entends dans ma tête. Et pareil, je suis là, mais la source de quoi? Parce qu'en fait, j'ai encore rien compris à ce que j'ai vécu. Et petit à petit, je reçois des messages que je commence à écouter, à suivre. Et puis, je commence à me connecter, en fait, vraiment. Je commence à me connecter à la source, je commence à réintégrer mon corps, à aller me connecter à ce que j'aime appeler le feu sacré de la Terre. Donc, voilà, pour moi, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Donc, l'équivalent de la source au centre de la Terre. Et là, je rencontre ce magma, cette pure énergie, cette pure conscience qui est pour moi comment dire, là où naît l'énergie de la Kundalini, là où naît l'énergie de la vie sur Terre. Hein, voilà, cette énergie qui monte en nous, cette énergie de vie, en fait. Donc, je descends jusque-là, je me mets à rôter, mon corps tremble, je vis des transes incroyables et je suis toute seule avec mes 2 gamins dans ma maison, dans une maison quand même où les portes s'ouvrent toutes seules, les verres tombent du placard, je vois des entités passer dans le jardin, je me dis non mais ça y est, c'est bon, j'ai craqué, je suis bonne à enfermer, donc je vais m'enfermer moi-même parce que là, si quelqu'un vient me voir, je vais finir enfermée, c'est sûr. Donc, je m'isole encore plus pour vivre mon truc. Mon Dieu. Voilà. Jusqu'au jour où mon mari de l'époque, donc le papa des garçons, m'amène un tambour, me dit « Écoute, je crois que c'est ce dont tu as besoin. » Je ne sais pas ce qu'est un tambour. Le tambour se met à jouer tout seul. Des chants sortent de moi. Et là, tout commence à se mettre en place, en fait. Voilà. Et donc, là, enfin, je commence à être guidée vers des thérapeutes un peu lumière, j'ai envie de dire, quoi, qui savent de quoi il s'agit, puis surtout qui peuvent m'expliquer ce que je vis. Donc enfin, je tombe sur des super thérapeutes, mais au début, quand j'arrive chez un thérapeute, ils font en larmes. J'ai des thérapeutes qui ne m'ont pas accueillie dans leur cabinet. Vous m'éblouissez trop, vous avez trop de lumière, je peux pas vous recevoir, je suis vraiment désolée. Moi, je repars en pleurant, mais pourquoi? Et tous, ils me disent la même chose. Ils me disent, vous êtes bénis des dieux. Et à chaque fois, alors je pleure beaucoup à l'époque, hein, et à chaque fois, mais à partir de quand? Parce que là, j'ai une vie horrible. C'est ça, oui. Et puis en plus, je suis en train de me séparer du papa des garçons, parce que forcément, tout explose. Voilà. Alors, je dis souvent, la mort m'a tout pris. Mais par contre, après, elle m'a tout donné aussi, hein, parce qu'il y a toujours le revers de la médaille. Mais d'abord, pendant les 2 premières années, elle m'a tout pris. Donc, mon art, ma création, mon atelier, mon réseau, mes amis, mon travail, mon mari. Elle m'a laissé les enfants. Ça, c'est déjà chouette. Mais j'ai tout perdu, absolument tout. Et donc, quand j'allais voir ces thérapeutes, petit à petit, c'est comme si j'allais voir des thérapeutes qui avaient une capacité énergétique de plus en plus large et qui, petit à petit, pouvaient m'accueillir. Mais je payais jamais un soin à l'époque, hein. Ils me disaient « Ah non, mais votre présence est un soin en soi ». Ah, mais c'était incroyable. J'étais tellement ouverte que partout où j'allais, ça faisait... Mais par contre, je ne pouvais pas vivre comme ça. C'était impossible. Donc tous, ils me disaient la même chose.
que j'étais bénie des dieux, que je devais faire du tantra et de la médecine chinoise. Je savais même pas ce que c'était que le tantra. Et la médecine chinoise, c'était mon projet retraite. Je me disais, ah tiens, quand je serai vieille, ça m'intéresserait de faire ça. Bon. Et donc là, tout s'est accéléré. J'ai découvert le tantra qui m'a permis vraiment par la méditation qui implique le corps, qui implique l'énergie de vie, qui m'a permis de me réincarner. Et j'ai pu m'inscrire à une formation de médecine chinoise. Puis en plus, j'avais évidemment aucun moyen financier, puisque plus de boulot, plus rien. Ma maman de cœur est décédée. Elle m'a laissé exactement le montant de la formation en médecine chinoise, à l'euro près. Donc là, vous dites, bon, ça fait 5 thérapeutes qui me le disent, j'ai l'argent qui arrive, ils me donnent tous le nom de la même école. Allez, j'y vais. Et je pars dans cette formation en me disant que ça va m'aider à comprendre ce que je vis. En fait, c'est ça pour moi le sujet. À aucun moment, je me dis que je vais devenir thérapeute. Hein. Pas du tout. Moi, j'ai bien l'intention, un jour ou l'autre, de retourner enseigner, enseigner les arts plastiques, retourner à Lyon, etc., quoi. Et donc, je vais à cette formation de médecine chinoise, où j'y passe du coup 4 ans, puisque je vais jusqu'au diplôme national. Et en fait, au 2e week-end, je rencontre des gens qui me disent « Je suis tellement touchée par ta présence. Je te vois et je voudrais que tu me fasses un soin. » Moi, je suis là, mais un soin, mais vous êtes fous, moi je suis artiste, je ne vais pas te faire un soin. Je te vois, fais confiance. Pose les mains sur moi et laisse-toi guider. Moi, de toute façon, j'ai déjà tout perdu, donc j'ai plus rien à perdre. Donc, je fais ce qu'on me demande. À partir de ce moment-là, en fait, moi, je me suis laissée porter par le flot de la vie, mais complètement, quoi. Je pose mes mains et là, il se passe des trucs de dingue. Je me mets à rôter, à crier, à faire des gestes. La personne, elle commence à dégouliner, à être recouverte d'eau. Je vois un énorme truc noir qui sort d'elle. Enfin bon, bref. En fait, je fais mon premier exorcisme. Mais je ne savais pas que c'était ça. Mais aujourd'hui, moi, si on me disait ça, mais je disais, mais t'es dingue, mais tu peux pas faire ça comme ça, n'importe comment, sans savoir ce que tu fais. C'est ce que j'enseigne à mes élèves. Mais c'est exactement ce que moi, j'ai vécu. Mais sans le vouloir, en fait. Et donc, le week-end d'après, j'y allais 1 fois par mois dans cette école. Le week-end d'après, j'avais 4 demandes de soins, puis celui d'après 10, puis 20, puis 30. Et puis, en 3 mois, il a fallu que je trouve un cabinet, et puis c'est parti. Et puis ça s'est plus jamais arrêté. Et je suis devenue thérapeute, énergéticienne, enfin, on m'appelle comme on veut, peu importe. Jusqu'au jour où j'ai décidé que le nom qui me convenait, c'était femme médecine. Voilà. Mais entre-temps, j'ai été médium, chamane, magnétiseuse. Quelle histoire! Mais quelle histoire! Ouais. Donc, quand on dit souvent, quand on a des gens et qu'on entend dans notre entourage des gens qui sont face à l'épreuve, on a souvent ce réflexe de dire quel est le cadeau caché? Mais il y a toujours un cadeau caché. Alors oui, parfois, moi j'aime bien dire qu'il est mal emballé parfois. Ou mal emballé, ouais. Voilà. Quel est le cadeau mal emballé? C'est ça, cadeau mal emballé, mais quel cadeau? Oui, effectivement. En tout cas, moi, le cadeau, c'est que depuis ma 2e EMI, je suis guidée. Je ne sais jamais où je vais, ce que je vais faire, comment je vais faire. Je suis le flot, j'écoute, j'entends. Voilà, et je suis au service. Alors, avec quelques négociations, parce qu'il y a eu un moment où la demande d'être au service était tellement forte qu'il n'y avait plus de place pour ma vie ordinaire. Donc là, par contre, moi, j'ai dit aux esprits, en fait, je suis pas OK. Je suis pas OK. J'ai pas vécu tout ça pour être dédiée à la méditation, à la thérapie, etc. Je veux vivre. Je veux pouvoir aller au camping avec mes enfants. Je veux pouvoir faire la fête avec mes amis. Je veux pouvoir, en fait, vivre. Donc, c'est un peu comme ma négociation avec les esprits. Alors, c'est un peu audacieux de dire ça. Hein. Quand je dis ça, je sais que je les sens fort. Mais c'est comme ça, quoi. C'est vraiment... Voilà, c'est bon. Oui, il y a un plan terrestre qu'il ne faut pas oublier, quand même. Voilà. Exactement. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est trop drôle parce que ce week-end, je donnais une formation sur la roue médecine. Et grâce aux constellations, parfois, je fais représenter mes guides et mes gardiens. Et c'est trop drôle parce que celui de la porte des ancêtres m'a encore dit ce week-end « Oh, ah oui, mais non, on est désolé, MV, on est quand même très exigeant avec toi. » Moi, je dis « Ah bah ouais, quand même, ça me fait super plaisir de vous l'entendre dire. » Et il me répond « Non, mais en fait, on a tendance à oublier que tu es dans la matière. » Et c'est super beau
c'est super beau d'avoir un guide, un gardien qui est capable de dire ça, parce que du coup, je lui ai répondu, bah ouais, mais en fait, voilà, toi et moi, on fait alliance. Mais j'ai besoin d'aide pour mettre dans la matière. Parce que à chaque fois, tout ça, c'est des accouchements, quoi. C'est là où on vit, pour le coup. Ouais. Donc aujourd'hui, vous vous accompagnez, vous faites des soins énergétiques aussi, vous faites ces constellations familiales, vous formez, vous faites j'imagine des immersions avec des retraites spirituelles, des choses comme ça. Exactement. Je fais tout ça. Je fais que ce soit des cercles de femmes, des stages mixtes, en chamanisme, en tantra, en constellation, en mix des trois. Je fais des voyages aussi, donc une marche dans le désert. Là, dans 10 jours, on part au Pérou. Alors moi, je travaille sans plante médecine parce que je suis vraiment beaucoup trop sensible pour les ingérer. Voilà, moi, je suis vraiment dans une connexion... Voilà, où on n'a pas besoin d'ingérer. Je travaille quand même beaucoup avec le tabac sacré. Mais voilà, je suis vraiment dans la connexion au vivant par l'énergie. Donc les voyages, les retraites, et puis l'école de la voie médecine, que j'ai vraiment formalisée là, il y a quelques mois, qui rassemble toutes les formations. Donc je forme des constellateurs, je forme des praticiens en chamanisme. Voilà. Vous êtes toujours dans... l'appartement de 60 mètres carrés à 50 minutes de Lyon? Non, non, pas du tout. Non, j'habite en Provence, au soleil. Ah oui, c'est vrai. Ah, ça aussi, ça fait du bien. L'énergie est porteuse. Voilà, j'ai vraiment... Tout a été tellement ouvert. Ça m'a demandé tellement d'apprentissage, de refermer pour pouvoir être dans la vie ordinaire, pour pouvoir être assis à côté de quelqu'un sans avoir ne serait-ce que ses pensées, en fait. Bien sûr, voilà. D'ailleurs, toutes les médecines que j'ai mises en place et que je transmets aujourd'hui, c'est ça. Ça parle d'espace sacré. Ça parle de où est-ce que tu commences et où est-ce que je commence moi et où est-ce que ça s'arrête et à quel endroit je vais rentrer en contact énergétiquement et à quel endroit, voilà, chacun son espace. Donc la roue médecine, l'espace sacré. Et ça m'a pris tellement de temps, de discipline, de dévotion pour canaliser tout ça et pouvoir... prendre le métro pour venir jusqu'ici, que c'est précieux et que du coup, je m'attelle vraiment à avoir une vie qui me convient, qui ne me fatigue pas en tout cas, qui ne me prend pas d'énergie. MV, la voix chamanique du tambour au centre de la roue médecine, ça c'est votre ouvrage, vous êtes en auto-édition? Non, c'est chez Aluna. Ok. Et effectivement, quand on lit votre histoire, enfin quand on entend votre histoire, des fois, on se dit quand même que il pourrait faire en sorte de vous faire arriver directement là où vous êtes aujourd'hui. Vous voyez? Qu'on ne soit pas obligé d'en passer par des épreuves, des situations aussi lourdes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Oui, je sais bien. Parce que l'expérience oui, je sais bien. me permet d'accompagner, me permet d'accueillir. Bien sûr. Si je n'avais pas vécu tout ça, j'aurais probablement beaucoup de jugements, beaucoup d'a priori, beaucoup d'attentes. Alors que là, voilà, venez comme vous êtes et vous êtes le bienvenu, quoi. Et l'art plastique, tout ça, c'est fini? Terminé. Complètement? Alors vous après, n'avez plus envie de refaire des œuvres et choses comme ça? Alors en fait, aujourd'hui, mon œuvre, c'est mes stages, mes formations. Voilà. Et quand je prépare une retraite, quand j'accueille quelqu'un, enfin voilà, les rituels chamaniques, un rituel, l'énergie a besoin de passer par la matière pour se manifester. Donc quand je prépare un rituel, pour moi, c'est une œuvre d'art. Préparer des gens à traverser la mort symboliquement, ça demande tout un environnement, toute une préparation. Voilà, donc toute ma créativité passe maintenant là-dedans. Bravo, MV, merci infiniment. Merci. Merci pour cette histoire incroyable. Je n'ai pas vu le temps passer tellement c'est... J'avais envie... À l'instant, sur la fin, là, j'étais en train de me dire... Il faut qu'elle écrive. Hein. Oui, bon, enfin, c'est juste ce qu'elle vient de faire. Oui, mais je pense que ce sera que le début parce que c'est pareil. Tout rentrer dans un seul livre, c'est comme rentrer toute son énergie dans son corps. C'est impossible. Bien sûr. Prenez soin de vous, prenez soin des enfants. Merci beaucoup. Et puis, au soleil, là où vous êtes, profitez. On va évidemment mettre tous les liens autour de la vidéo pour rentrer en contact avec vous et connaître votre actualité, les différentes formations, sessions, immersions que vous proposez.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci. Je sais que vous allez commenter cette émission, comme toujours, avec bienveillance, s'il vous plaît. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.